Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir pour cette première séance de votre matière procédure civile. Donc si le son est bon, veuillez me faire ce signe. C'est bien? Parfait. Donc j'aimerais rappeler aux êtres étudiants qui n'ont pas assisté avec moi auparavant à des séances en live qu'on va procéder de cette façon au cours de ce 6e semestre. Bien sûr, il s'agit d'une méthode exceptionnelle étant donné que l'administration n'a pas encore, une fois encore, n'a pas autorisé que les cours soient donnés en présentiel. Donc la meilleure façon de vous présenter le cours était l'utilisation de ce moyen électronique qui est ce programme de Big Blue Button. C'est un programme qui nous permet de se voir l'un l'autre, de communiquer, d'interagir. Donc, il vous permet de poser votre question à n'importe quel moment. Voilà pourquoi je vous invite de m'arrêter à n'importe quel moment. Donc, vous avez mon autorisation pour m'arrêter à n'importe quel moment pour poser votre question. Le temps de ce cours ne va pas dépasser 1 heure, 1h20, même si on sait très bien que les spécialistes précisent qu'un cours à distance ne doit pas dépasser 30 minutes. Mais vu que nous n'avons pas la possibilité de faire plusieurs capsules de 30 minutes, étant donné que vous êtes pris avec d'autres professeurs, étant donné qu'il existe aussi des contraintes d'ordre technique, nous allons essayer de vous présenter des séances d'1 heure en moyenne. Mais durant cette heure, vous devez préparer vos questions. Voilà pourquoi j'essaierai toujours de poser la séance ou bien le PDF de la séance avant, Abdelhadi désactive votre, avant de présenter la séance en direct. Vous devez lire le PDF, préparer vos questions, vos interventions, et une fois en présentiel, ça veut dire en direct, vous devez suivre avec moi. Je vais donner l'essentiel, je vais essayer d'expliquer l'essentiel et attendre vos réactions par rapport à ce que j'ai présenté comme contenu. La procédure civile. Il s'agit d'une matière très importante dans votre cursus universitaire. Il s'agit d'une matière qui, normalement, doit être enseignée le long de votre parcours estudiantin. Malheureusement, un seul semestre ne suffira jamais pour vous pour pouvoir maîtriser toute la matière. Une fois encore, je vais le dire, nous n'allons présenter que les grandes lignes de la procédure civile. Nous n'allons nous baser que sur l'essentiel. Mais nous n'allons ignorer aucun point. On va faire le tour de la matière tout en vous donnant les clés qui vont vous permettre d'avoir une idée générale sur la matière. Aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction générale, une introduction que j'ai préféré diviser en 2 séances. En raison de la richesse de la matière, on ne peut pas introduire la matière dans une seule séance. Cette séance sera consacrée à la définition de la procédure civile, en premier temps,
à mettre l'accent sur l'importance des formalités que présente le législateur dans la procédure civile, mais aussi à présenter les règles de base qui gouvernent cette organisation de la matière. Donc, commençons par donner des définitions de la matière. Donc, qu'est-ce que la procédure civile? Donc, on peut définir la procédure civile comme la voie judiciaire assure pour la résolution d'un contentieux à caractère civil. Donc, la limite d'intervention des règles de la procédure civile, à travers cette définition, ce sont les contentieux à caractère civil. Vous devez dès lors exclure tout litige qui se rapporte ou bien qui a un caractère pénal. Les règles de procédure civile ne doivent en principe pas s'appliquer au contentieux pénal. Il ne présente des règles que pour le contentieux civil. Donc, la procédure civile, c'est la voie, c'est le chemin à poursuivre pour résoudre un contentieux à caractère civil. Si vous ne suivez pas ce chemin, vous n'allez pas résoudre le problème. Vous n'allez pas avoir gain de cause. Vous n'allez pas, ou bien la justice ne va pas trancher votre litige. On vous a tracé la voie. Si vous voulez intenter une action contre une personne, parce qu'il vous a ôté un droit, vous devez suivre ce chemin. Voilà pourquoi on l'a appelé la procédure. Donc, c'est le chemin à parcourir. On peut la définir aussi comme la réalisation concrète de l'application des règles du Code civil. Donc, qu'est-ce que le Code civil chez nous? C'est le daïr des obligations et des contrats. Généralement, on dit que le daïr des obligations et des contrats, c'est le daïr de référence pour toute affaire civile. Certes, il existe plusieurs droits et codes qui réglementent les affaires privées, les affaires civiles, mais le daïr des obligations et des contrats reste la règle de référence. Chaque fois qu'on n'en trouve pas des règles spécifiques dans une loi spéciale, on revient au daïr des obligations et des contrats qui présente les principes. Donc, ce daïr des obligations de contrat ou bien ce code civil, si jamais un litige survient, il faut résoudre ce litige en parcourant le chemin de la procédure civile. Aussi, on peut définir la procédure civile comme les formalités adéquates et requises devant une juridiction civile. Donc, on ne va pas utiliser les règles de procédure civile devant une juridiction pénale. Là encore, on précise encore une fois que
Bonjour. Donc, désolé, je crois que j'avais un problème technique. Je me suis déconnecté. Donc, revenons à nos moutons. Donc, j'ai dit que on peut définir en troisième lieu la procédure civile comme des formalités adéquates et requises devant une juridiction civile. Donc, ce sont des formalités. La procédure civile présente principalement des formalités. Ça veut dire des règles de fond. Même si on ne peut pas nier qu'il existe aussi des règles de forme, notamment lorsqu'on présente des règles relatives aux attributions de chacune des juridictions qui sera compétente pour trancher un litige déterminé. Donc là, on est dans le cadre du fond. La plupart et la quasi-totalité des règles de procédure civile sont des règles formelles. Ça veut dire des règles de forme. Ils sont adéquates et requises. Ils sont nécessaires. Si vous ne les respectez pas, votre procès sera rejeté. Votre demande sera rejetée par les juges pour non-respect des formalités. Encore une fois, on précise ici devant une juridiction civile et non pas pénale. Parce que devant une juridiction pénale, il existe d'autres formalités à respecter, d'autres règles de fond et de forme à respecter, à savoir des règles de procédure pénale. Voilà pourquoi on vous a programmé au cours de ce 6e semestre deux types ou bien deux grandes matières qui sont la procédure civile et la procédure pénale. Donc, on peut conclure et dire que, en règle générale, la procédure civile, c'est le droit commun de la procédure privée. C'est le droit commun de la procédure privée. Chaque fois qu'il y a une procédure privée où des intérêts privés sont en jeu, on applique les dispositions et les règles de la procédure civile. Chaque fois qu'il y a des intérêts publics en jeu, des intérêts généraux en jeu, on applique les dispositions de la procédure pénale. Donc, quelle est la finalité? La finalité, bien sûr, c'est éviter que des particuliers ne se fassent justice eux-mêmes. Vous n'avez pas la possibilité d'édicter les règles à poursuivre pour gagner votre procès, pour porter votre demande devant la justice. Il existe des règles communes que tout le monde doit respecter s'il veut que son litige ou bien le différend qu'il oppose à une autre personne dans le cadre d'un procès civil soit tranché. Donc, cela dit, on peut dire que la procédure civile est une voie judiciaire à suivre. C'est une voie, c'est la voie judiciaire à suivre. C'est le chemin à parcourir. Je sais pas pourquoi. Ça s'affiche chez vous? Oui, monsieur. Donc, puisqu'il s'agit d'un chemin à parcourir, donc, on doit emprunter ce chemin dès le commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut définir le mot procédure et on veut revenir à l'origine du mot, il vient du latin procédere, qui veut dire s'avancer. S'avancer sur quoi? Sur ce chemin. Un chemin, bien sûr, dont on connaît la fin. On sait très bien que ce chemin va nous amener vers ce qu'on cherche comme fin, comme objectif. Voilà pourquoi on dit que la procédure
évoque la marche à suivre pour mener le procès à bon fin. On peut sortir de tout ce qui précède de la définition suivante. La procédure civile, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés et non pas des droits publics. C'est l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés. On peut être tenté à travers cette définition de dire que lorsqu'on a tendance à définir la procédure civile comme l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice, on a tendance à confondre la procédure civile avec le droit judiciaire privé, avec l'organisation judiciaire, avec d'autres matières qui règlent le fonctionnement de la justice, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est sur le droit judiciaire privé, on est dans un champ beaucoup plus large que la procédure civile. Le droit judiciaire privé est une matière qui comprend des règles qui englobent les règles de la procédure civile, étant donné qu'on en trouve les règles de saisine ou de compétence des juridictions non répressives de l'ordre civil, des règles de déroulement du procès civil et des possibilités de voie de recours offertes aux justiciables, mais aussi de l'organisation judiciaire. Et c'est là le point qui différencie le droit judiciaire privé de la procédure civile proprement dite. Donc l'organisation judiciaire, d'ailleurs vous l'avez constaté, vous l'avez étudié comme module à part, comme matière à part lors du 4e semestre. C'est une matière qui présente l'ordre des juridictions, le statut du magistrat, les auxiliaires de justice, les avocats, les autres fonctionnaires du tribunal, à savoir les fonctionnaires du greffe, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas confondre les règles de procédure civile avec la matière de droit judiciaire privé qui est beaucoup plus vaste et englobe la procédure civile. Il ne faut pas aussi confondre entre procédure civile et procédure pénale. Nous avons, tout au long des définitions que nous avons présentées, mis l'accent sur le caractère privé du différend qui doit être présenté devant la justice privée. La procédure pénale est une matière qui englobe un certain nombre de règles et qui dicte le chemin à parcourir pour trancher un litige d'ordre pénal, de caractère pénal. On peut la définir comme les règles à suivre et les formes à respecter pour la constatation et la poursuite des infractions, mais aussi pour l'établissement des preuves et le jugement des délinquants à l'audience. Autrement dit, la procédure pénale, c'est la mise en pratique du code pénal, des dispositions du code pénal. Si le code pénal précise que les infractions sont les suivantes, voilà les sanctions applicables aux infractions, il classifie les infractions, il présente l'élément légal, moral et intentionnel de l'infraction. Si on veut poursuivre un délinquant, quelqu'un qui a commis une infraction, on doit faire appel aux dispositions de la procédure pénale. Une grande différence distingue la procédure civile de la procédure pénale, c'est la présence de l'État. C'est la représentation de l'État.
en la personne du procureur du roi. Le procureur du roi est toujours présent dans un procès pénal. D'ailleurs, c'est le procureur du roi, c'est le ministère public, c'est le parquet qui est censé apporter la preuve et poursuivre le délinquant, alors que ce n'est pas le cas pour la justice privée, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une poursuite à caractère civil. Certes, il existe des exceptions, il existe des cas où la présence du ministère public s'avère obligatoire même dans un procès civil, notamment lorsqu'il s'agit de protéger les mineurs et de protéger la personne telle que les mineurs dans un certain nombre de procès civils. Mais la règle, c'est que le ministère public n'est pas partie au litige. Dans une procédure civile, dans les règles de procédure civile, ce sont les parties qui doivent apporter et réunir toutes les preuves nécessaires, toutes les preuves nécessaires pour convaincre le juge du bien fondé de leurs prétentions. Alors que ce n'est pas le cas dans le cas d'un procès pénal. C'est le ministère public qui est normalement censé apporter les preuves, de chercher les preuves, de vérifier la légalité des preuves, ainsi de suite. Dans un procès civil, le juge doit se contenter de ce qui a été présenté par les parties. Si vous n'arrivez pas à prouver le bien fondé de votre prétention, vous n'allez pas avoir gain de cause. Et là, vous constatez à travers cette distinction qu'il existe une grande différence entre un procès pénal et un procès civil. La procédure civile ne doit pas être confondue aussi avec le droit processuel. Qu'est-ce que le droit processuel? Là aussi, c'est une matière beaucoup plus riche que la procédure civile. Le droit processuel, c'est une matière qu'on peut considérer comme une matière nouvelle en sciences de droit. Elle est apparue en 1961 et qui permet de faire une étude comparative entre les différentes procédures. Procédure civile, pénale, contentieux, administrative. Donc, il rassemble toutes les règles juridiques de forme. Il essaie de trouver quelles sont les ressemblances et qui sont les différences entre les trois procédures. Les modes de saisine, il étudie les modes de saisine des juges, les pouvoirs respectifs des juges et des parties, dans quel cas on peut déclarer les nullités, le calcul des délais, est-ce que ce sont les mêmes délais qui sont applicables, par exemple, pour interjeter appel, ainsi de suite, la protection des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, le droit processuel, on peut dire qu'il rassemble les trois. C'est l'étude des trois procédures en même temps afin d'établir une comparaison. Contentieux administratif, civil et pénal. Donc, revenons maintenant à notre procédure civile. Cette matière comprend plusieurs volets. D'abord, la matière de la procédure civile s'intéresse d'abord au respect d'un certain nombre de principes. Ces principes sont énoncés dans la plus haute loi, la loi suprême du royaume, à savoir la Constitution. D'ailleurs, la semaine, peut-être vendredi, si vous voulez bien, qu'on accélère un petit peu. Donc, lors de la deuxième séance, on va présenter ces principes directeurs de la matière, de la procédure civile. Donc, lorsqu'on applique les règles de forme présentées par la procédure civile, on est censé respecter un certain nombre de principes qu'on appelle des principes directeurs, que le juge, que
que le litige soit porté devant cette juridiction ou bien une autre juridiction, un certain nombre de principes doivent être respectés. Le contradictoire, par exemple. Deuxième matière, les conditions d'exercice de l'action en justice. La procédure civile est une matière qui présente les conditions d'exercice de l'action en justice. Vous n'êtes pas libre de présenter vos prétentions à votre guise. Vous devez nécessairement respecter un certain nombre de conditions. Ce sont les conditions de saisine de juridiction qu'on va présenter lors de la troisième séance. Donc, les règles de saisine de ces tribunaux, aussi les formalités à accomplir pour la recevabilité de la requête. Quelles sont ces formalités à accomplir pour la recevabilité de la requête? Ça veut dire les notions à faire figurer dans les actes et les délais qu'il convient d'observer. Si vous avez dépassé un délai pour porter votre action en justice, vous pouvez être frappé de la sanction, par exemple, de déchéance qui ne vous permet pas de porter votre litige devant la justice. La matière comprend aussi les règles à respecter pour l'instruction des procès. Si dans le cadre pénal, dans le cadre d'un procès pénal, il existe un juge d'instruction qui est une institution distincte qui permet de faire l'instruction du procès pénal, dans le cas du procès civil, c'est le juge même du fond qui peut faire toutes les instructions possibles, telles que, par exemple, expertise, demande que soient présents des personnes pour déclarer qu'est-ce qu'ils ont vu, ça veut dire des témoins, mais aussi le prononcé du jugement doit respecter un certain nombre de formes et de formalités, telles que la présence obligatoire de la mention au nom de Sa Majesté le Roi, parce que tous les jugements, comme vous allez voir, comme vous allez le constater avec moi à travers l'article 50 du Code de procédure civile, doivent être prononcés au nom de Sa Majesté le Roi. Sinon, le juge sera frappé de nullité. L'exécution de ces jugements, il existe un certain nombre de formalités à respecter pour exécuter un jugement après avoir prononcé le jugement, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas satisfait par un jugement, il existe des moyens. Législateur vous permet de critiquer les jugements prononcés par les tribunaux, par les cours d'appel. C'est ce qu'on appelle les voies de recours. Donc, quelles sont ces voies de recours? Il diffère entre voies de recours ordinaires et voies de recours extraordinaires, comme vous allez voir avec moi, et quels sont leurs effets par rapport à la décision déjà prononcée. Donc voilà, c'est ce que comprend la matière comme volets principaux et sur lesquels nous allons revenir chaque fois dans une séance pour aborder tel ou tel autre point. L'objet de la matière maintenant. Quels sont les objets de la matière? Même si nous avons distingué tout à l'heure entre procédure civile et la matière de l'organisation judiciaire, vous allez voir que nous allons faire appel à cette matière qui est l'organisation judiciaire, à la loi qui organise les juridictions du royaume, afin de savoir quel est le tribunal compétent auprès duquel nous allons intenter notre action. La procédure civile présente des règles relatives à la compétence ratio loci, ça veut dire les règles de compétence territoriale, et ratio matérielle, ça veut dire les règles de compétence matérielle,
Donc, pour connaître le tribunal compétent, il faut se référer à la fois aux règles de procédure civile, mais on va faire appel aussi à toutes les règles que vous avez déjà étudiées dans le cadre de l'organisation judiciaire. Deuxième objet de la matière, c'est la compétence. Donc, comme je viens de dire, l'organisation judiciaire va nous envoyer directement à la compétence matérielle et compétence territoriale. Troisième objet de la matière, le déroulement du procès. Donc, comment se déroule le procès? Il s'agit de connaître le chemin à parcourir, la procédure proprement dite pour pousser les juges à rendre un jugement par rapport à l'affaire que vous avez portée devant eux. Il s'agit de connaître l'instance, comment on va introduire notre demande devant cette instance, comment les juges font l'instruction de notre litige, comment les jugements sont prononcés. On doit distinguer entre les jugements qui ont autorité de la chose jugée et les jugements qu'on appelle avant-dire droit. Ça veut dire des jugements prononcés pour qu'ils soient exécutés provisoirement en attendant le prononcé d'un jugement définitif. Et à partir de ce moment, on doit attendre que le jugement soit acquiert l'autorité d'être, ou bien pour avoir la force exécutoire, on doit attendre soit que les voies de recours soient exercées, et dans ce cas, on doit attendre qu'un autre jugement ou bien un autre arrêt soit rendu, soit que la personne qui a été condamnée n'intente pas ou bien ne projette pas appel. Et dans ce cas, le jugement devient un jugement définitif qui peut être exécuté. Et dans ce cas, on va faire appel à toutes les règles d'exécution forcée si la personne refuse de s'exécuter automatiquement ou bien volontairement. Donc, quelles sont ces voies de recours? Les voies de recours, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires. Donc, l'appel, l'opposition, la tierce opposition, le pourvoi en cassation, le recours en révision, ce sont des exemples des voies de recours. Ensuite, la matière comprend un certain nombre de règles qui concernent l'arbitrage. Lorsqu'on parle d'arbitrage, à partir de l'article 306 du Code de la procédure civile, on constate que la matière comprend plusieurs règles qui organisent la façon avec laquelle vous pouvez ne pas aller à la justice étatique et se diriger vers la justice privée qui est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une forme de justice dans laquelle on fait appel non pas à des juges étatiques, mais à des arbitres, ça veut dire à des professionnels, à des experts de notre profession, par exemple, ou bien du commerce, et qui permet de rendre des jugements rapides, ou bien ce qu'on appelle des sentences. Ils peuvent rendre des sentences rapidement. Vous allez me dire, monsieur, comment les décisions, ces sentences rendues par les arbitres, peuvent être exécutées alors qu'ils sont rendus par des simples particuliers. Donc, je vous dis que le Code de procédure civile précise qu'il y a si les personnes, normalement, les sentences s'exécutent volontairement. Si les personnes refusent d'exécuter une sentence, il existe ce qu'on appelle la procédure de l'exéquatur des sentences arbitrales.
Et dans ce cas, une fois la sentence est rendue par l'arbitre, on peut se diriger vers le président du tribunal qui rend une décision rapide dans le cadre de sa compétence de juge, euh, de juge, comment dirais-je, de juge d'urgence. Donc, il rend une décision pour exécuter rapidement la sentence prononcée par les arbitres. Il faut rappeler à cet égard que le législateur marocain a pris conscience de l'importance de retirer toutes les dispositions contenues dans le code de procédure civile relatives à l'arbitrage et de les mettre dans une loi à part. Chose qui a été faite depuis quelques années. Le gouvernement a préparé un projet de loi qui est la loi, je crois, 95-17, si je me rappelle bien. Donc, qui est une loi qui est venue présenter une nouvelle réglementation, une mise à jour de toutes les règles contenues dans le Code de procédure civile marocain. Donc, cela fait un bon moment qu'on attend la publication de ce code d'arbitrage et de conciliation. Malheureusement, il n'a pas encore été publié au journal officiel. Ensuite, dernier objet de la matière, les voies d'exécution, comme je vous ai dit. Donc, si une personne refuse d'exécuter volontairement un jugement, il existe des procédures et des règles d'exécution forcée des jugements. On fait appel à un huissier de justice pour faire, par exemple, des saisies mobilières ou bien immobilières afin de contraindre, de forcer la personne à s'exécuter, à exécuter le jugement qui a été rendu par un magistrat ou bien par un arbitre. Dernière diapositive de cette séance. On va revenir sur ce que nous avons dit. Donc, vous avez constaté avec moi que tout au long de cette présentation, nous avons mis beaucoup l'accent sur les formalités. Lorsqu'on parle de procédure civile, ce sont des règles de forme. Et là, c'est le premier caractère de la matière. Donc, s'il y a un caractère qui domine la matière, c'est bien évidemment ce caractère formaliste de la matière. D'ailleurs, notre grand professeur allemand Rudolf von Ehring, même si c'est écrit Gehring, il est prononcé Ehring, précise que la forme est la sœur jumelle de la liberté. Il dit que l'ennemi majeur de la liberté, c'est l'absence de forme, c'est l'absence de formalité. Et là, cette phrase célèbre dans son ouvrage, ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Donc, autrement dit, en l'absence de forme, on va tomber nécessairement dans l'arbitraire. Ehring défendit le formalisme présent au sein de l'organisation et du fonctionnement de la justice. Parce que pour lui, ce principe ou bien ce caractère formaliste de la matière permet une protection suprême des droits des justiciables. Il considère le formalisme de la procédure civile
comme un principe essentiel, sans lequel, que ce soit les juges ou bien les parties au litige, peuvent tomber dans l'arbitraire. Il s'agit de respecter les formalités, toutes les formalités présentées par le Code de procédure civile, parce que ces formalités permettent d'établir de l'ordre. On ne peut pas permettre à une personne d'intenter une action à n'importe quel moment. On ne peut pas permettre à une personne d'interjeter appel après un non. Ce n'est pas possible. Donc, une fois on va procéder à l'exécution d'un jugement qui a été prononcé par les magistrats, après avoir fait la saisie, la personne va dire, ben, moi, je vais faire maintenant appel. Il ne vous est pas permis, dans ce cas, de faire appel parce que les délais sont dépassés. Voilà pourquoi Ehrin insiste sur l'importance du formalisme dans le respect de la liberté des personnes. Il associe la forme à la liberté. Il dit que c'est la sœur jumelle de la liberté. Et c'est l'ennemi de l'arbitraire. Deuxième caractère de la matière, c'est ce caractère instrumental. Ça veut dire quoi, ce caractère instrumental? Ça veut dire la procédure civile, c'est un instrument qu'on va utiliser pour avoir gain de cause, pour porter notre action devant la justice. Ce n'est pas une fin en soi. Le code de procédure civile n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, c'est un instrument. C'est un instrument technique, dépendant de quoi? Du droit civil, des dispositions du droit civil, et dépendant de l'affaire qui va être portée devant la justice. Il est auxiliaire au droit. Il est auxiliaire à toutes les dispositions du droit des obligations et des contrats, au droit civil, pour lesquels nous sommes là afin de protester pour non-respect de ce droit. Donc, je répète, le code de procédure civile n'est pas une fin en soi, mais c'est un instrument, c'est un moyen qui permet d'appliquer la loi proprement dite. Troisième caractère de la matière, c'est une matière impérative. Ce sont des règles impératives. Lorsque je dis des règles impératives, ça veut dire des règles, généralement les règles d'ordre public, ce sont des règles impératives. Ça veut dire les juges ou bien les justiciables ne peuvent pas se mettre d'accord pour prévoir des règles ou bien pour déroger à ces règles. Il s'impose aux parties et vous n'avez pas la possibilité de déroger à ces règles. Lorsqu'on dit que le tribunal compétent territorialement, c'est ce tribunal-là, vous n'avez pas le droit de porter votre litige devant un autre tribunal. Lorsqu'on dit que, parce que les règles de procédure civile, par exemple, précisent que lorsqu'il y a un litige qui se rapporte à un immeuble, normalement le tribunal compétent, c'est le lieu où se trouve l'immeuble. C'est la compétence du tribunal territorialement compétent. On ne peut pas avoir un litige qui se rapporte à une maison qui se trouve à Oujda et porter notre litige, se mettre d'accord pour porter notre litige devant un tribunal de Casablanca. Ce n'est pas possible, tout simplement parce que le juge doit être sur les lieux pour faire ses instructions, pour faire son expertise afin de voir ou bien afin d'être éclairé sur la situation, sur le litige proprement dit. Là, c'est le principe. À ce principe, il existe une exception, ou bien des exceptions. Parfois, on trouve dans le code de procédure civile des règles
supplétives. Des règles supplétives, ça veut dire des règles non impératives, des règles qui ne sont pas des règles d'ordre public. Exemple. Lorsqu'on constate que le code de procédure civile, comme on l'a présenté tout à l'heure, contient des règles relatives à l'arbitrage, qui est une justice privée. Là, on constate qu'il existe aussi des règles supplétives. Donc, je ne vous ai pas attiré votre attention tout à l'heure, le fait que si vous êtes d'accord d'aller à l'arbitrage, le juge ne doit pas recevoir un litige qui a déjà été porté devant un arbitre, devant un tribunal arbitral. Il ne doit pas statuer sur un litige que nous avons déjà porté devant un tribunal arbitral. Sinon, il y aurait litige pendant. Ça veut dire, c'est le tribunal arbitral qui sera, s'il est saisi en premier lieu, le juge n'a pas le droit de se prononcer sur ce litige, même si c'est un tribunal étatique. Donc là, vous constatez que le Code de procédure civile contient aussi des règles supplétives. Mais c'est une exception. La plupart des règles de procédure civile sont des règles d'ordre public, des règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger. Cinquième caractère de la matière, les règles de procédure civile sont des règles égalitaires. Ça veut dire, on ne distingue pas entre un justiciable et un autre. Ils s'appliquent de la même façon. Tous les justiciables ont le droit de recourir à la justice. D'ailleurs, c'est un principe constitutionnel qui est énoncé par la Constitution de 2011 dans son article 6. Tous les citoyens marocains, les citoyennes marocains ont le droit de recourir à la justice et ils doivent être traités sur le même pied d'égalité. Aucun avantage ne doit être octroyé à un justiciable sur un autre. Dernier caractère de la matière, les règles de procédure civile sont d'application immédiate. Et là, c'est un principe qui distingue la matière des dispositions du Code de procédure pénale. Lorsqu'une nouvelle loi vient réformer les dispositions du Code de procédure civile, normalement, il doit entrer en vigueur dès la publication au bulletin officiel. Même si le procès a déjà commencé, on ne va pas appliquer les dispositions du Code de procédure civile dans sa version ancienne, mais on va appliquer les dispositions qui viennent de rentrer en vigueur. Et là, je vous donne l'exemple des dispositions de la loi 93-17, qui est la loi qui est venue réformer le livre 5 du Code de procédure, du Code de commerce, à savoir le livre qui traite les difficultés des entreprises. Donc, cette loi est entrée en vigueur directement après sa publication au journal officiel parce qu'il a précisé directement dans son article qu'il est applicable sur tous les procès qui sont en cours, qui n'ont pas été entrés, que nous n'avons pas encore faire entrer en délibération. Si le procès n'est pas en délibération, on va faire appliquer les dispositions de la nouvelle loi.
Donc, seulement, il faut faire la distinction ici entre une loi qui apporte des dispositions transitoires et une loi qui apporte ce qu'on appelle des principes généraux. Lorsqu'une loi apporte des dispositions transitoires, on va l'appliquer immédiatement. Les règles transitoires s'appliquent sur le champ, immédiatement. Lorsqu'il s'agit d'une loi qui apporte des principes généraux, bien sûr, on ne va pas, dans le cadre du procès civil, on va faire appel à ce principe de la non-rétroactivité de la loi. On ne va pas appliquer ces principes généraux sur, bien, rétroactivement, ça veut dire avec effet antérieur. S'ils ont un effet immédiat, on peut l'appliquer au procès en cours. Généralement, les règles de procédure civile s'appliquent sur le champ. Si le procès est en cours, ça veut dire il n'a pas été tiré pour délibération. Si il est toujours en cours, on peut toujours appliquer les règles de procédure civile. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette première séance. J'espère que j'étais bref, précis et concis. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour les prochaines séances, n'hésitez pas s'il vous plaît, je suis à votre écoute. Quelqu'un veut intervenir? Donc, si tout est clair, je répète une fois que nous allons continuer sur notre lancée. On va présenter la matière de cette façon. Aujourd'hui, c'était notre première séance. À peu près, nous sommes à 54 minutes, donc nous sommes dans les normes. Je vais essayer de présenter chaque séance dans environ 1 heure. On peut dépasser 1 heure parfois, mais je vous invite surtout, s'il vous plaît, à consulter le PDF avant d'assister au cours, afin de préparer vos interventions. Je vous ai dit que je vais me contenter de présenter l'essentiel. Donc, à vous de me pousser, de vous dire encore plus si vous sentez que vous n'avez pas bien compris, bien assimilé un point déterminé dans le cours. Je vous invite aussi à consulter d'autres références. Je vous invite aussi à consulter la matière en langue arabe, parce que la procédure civile s'exerce en arabe et non pas en français. Si vous projetez, ou bien si vous vous projetez dans l'avenir, dans l'exercice d'une profession judiciaire, par exemple un magistrat, ou bien un auxiliaire de justice, un huissier, vous devez maîtriser la matière en langue arabe. Certes, vous avez choisi filière droit en langue française, on s'efforce de présenter la matière en langue française, mais l'exercice et la pratique, elle est en langue arabe. Vous allez trouver des difficultés énormes une fois sur le terrain. La requête introductive d'instance doit être rédigée en arabe. Les juges n'acceptent pas qu'un justiciable présente ses prétentions en français. La langue arabe est exigée. D'ailleurs, la version française de la procédure civile, la version officielle, n'existe pas, telle que la procédure pénale, parce que la pratique se fait en arabe. Voilà pourquoi, parfois,
je vais vous donner, pour la terminologie utilisée dans ce cours, je vais vous donner les termes en langue arabe. Parce que vous devez maîtriser cette terminologie de base en langue arabe. Et je vous invite aussi à consulter des ouvrages en langue arabe afin de maîtriser la matière à la fois en langue arabe et en langue française. Donc, cela dit, je vous remercie infiniment de votre attention. On se donne rendez-vous, si vous voulez, vendredi, si vous voulez, pour une deuxième séance, parce que j'aimerais bien avancer un petit peu avec vous. Ramadan approche. Je crois que ça sera un peu difficile de travailler le mois de Ramadan, mais on va s'efforcer de travailler. J'aimerais bien finir et terminer le programme avec vous. Donc, je vous invite à, à se concentrer avec moi pour qu'on puisse faire 2 séances par semaine. D'accord? Mais 2 séances qui ne dépasseront pas 1 heure. D'accord? Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous n'avez pas de questions, on se donne rendez-vous vendredi matin. OK? Allez, bonne journée.